Ça te permet d'aller vite, de comprendre comment marche le monde. T'as beaucoup de pression, t'as pas le choix. Et après, quand tu dépasses ces paliers-là, je pense que c'est mieux de se retrouver ailleurs parce que t'as plus besoin, tu travailles moins. Le plus tôt est forcément le mieux parce que le plus tôt tu vas pouvoir capitaliser sur cette structure pour délivrer plus de clients, toi pouvoir optimiser la manière dont tu travailles. Si personne n'a rien sur le marché, c'est pas dramatique si toi tu l'as pas. Quand il a payé ou signé ton devis, il faut qu'il soit directement redirigé vers une plateforme sur laquelle tu vas centraliser ta relation avec lui. L'expérience client, c'est essentiel pour augmenter la LTV de ton client, qui est vraiment la pérennité de ton activité. Aussi pour augmenter ton acquisition indirecte par le bouche-oreille. Donc à la fois pour le court terme, à la fois pour le long terme, c'est essentiel. T'as beau avoir un service de fou, si derrière le client il n'est pas content, il peut te demander un refund, tu vois. Le principe, il est très simple. Maintenant, dans la réalité, c'est très compliqué à mettre en place pour vraiment atteindre un niveau. Et ça passe par les process qui vont tout le temps être les mêmes, par cadrer les prestations que tu as, ton parcours opérationnel de délivrabilité, choisir tes clients, avoir une seule presta et pas 50, bien connaître aussi ce que tu vends, tu vois. Yes, what's up bro? Comment ça va Lucas? Ça va et toi? La forme? Ouais. Bon, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui avec nous. Donc, tu es le deuxième invité aujourd'hui sur ce podcast. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir t'avoir. On a tous envie de savoir voilà, qui est le leader de l'onboarding, de la structuration de business, d'agence, etc. Est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, quel est ton parcours et ce que tu fais quoi? Ouais, avec plaisir. Je m'appelle Lucas Perrin, j'habite à Dubaï. J'ai commencé il y a pas mal de temps. Il y avait des TikTok à l'époque qui expliquaient mon parcours et ce par quoi j'étais passé. Mais j'ai commencé quand j'avais 15 ans par tous les petits trucs que tout le monde a globalement fait. Je suis né dans un village, un très petit village, c'est les petits villages de campagne que personne ne connaît où il y a 200 mecs. Après, c'est le côté storytelling, mais en vrai, c'est la vérité. J'ai commencé par du sport, j'ai fait sport-études foot, je suis arrivé en STMG, l'école c'était pas trop fait pour moi, un peu comme tout le monde globalement qui a lancé son business. Et puis après je suis arrivé à Paris pour faire une école de commerce. En parallèle je montais plein de petits trucs, toujours un petit peu plus ambitieux. Tu sais, au début c'était la petite marque, puis après c'était la petite marketplace, les sites internet. À un moment donné j'ai même fait de l'e-commerce pendant quelques semaines. À 17 ans je voulais monter Ça, c'était la première chose qui a été un peu grosse, même si ça n'a pas abouti. Je voulais faire en gros de l'import-export de caisses accidentées. Donc en gros, je ne sais pas si tu connais, mais il y a un truc aux États-Unis qui s'appelle les assurances de personnes très très jeunes, tu vois, qui viennent d'avoir leur jeune permis, qui sont spécialisés là-dedans, parce que du coup, il y a des gros risques. Et en fait, quand les mecs achètent des grosses caisses et qu'ils se plantent parce qu'ils ne savent pas conduire, derrière, les caisses, elles sont revendues aux enchères, tu vois. Et tout le monde dans le monde peut les acheter. Du coup, je voulais racheter des voitures, les réparer en France, les mettre en location, etc. Bon, à 17 ans, lever des fonds, c'est un peu compliqué. Mais voilà, j'ai testé plein de trucs pour comprendre un peu comment marchaient les choses. J'ai monté un genre d'incubateur pour aider un peu les jeunes à monter leur premier business. Puis après, au bout d'un an et demi, je suis plus allé du côté B2B pour bosser dans la structuration, l'organisation des cabinets de conseil corporate avec les techniques organisationnelles des business à cash flow, un peu comme nous tous, tu vois. Parce qu'il y a quand même deux mondes complètement différents. 100%. Et on a fait ça pendant un an. On a bossé avec des très beaux acteurs, des gros cabinets de conseil. Et après, le corporate, ça m'a saoulé. Donc, je suis revenu dans le monde du cash flow et j'ai appliqué cette fois-ci tout ce que je savais du monde corporate et dans la structuration qu'on avait faite pour les petites agences comme nous. Ce que je continue depuis 6 mois là actuellement, quoi. Ok, écoute, congrats. T'as commencé assez tôt, 15 ans. C'est vrai que t'as commencé assez tôt. Ça t'est venu comment? C'est quoi? T'as eu un déclic ou un truc comme ça qui t'a... Je sais pas, en vrai, ça allait très très progressivement. Au début, je voulais juste je sais pas, m'acheter ce que je voulais, tu vois, classique. Donc, je suis allé faire les champs de maïs, je suis allé faire les campings pour nettoyer les toilettes et tout. Et à un moment donné, j'ai mis toute la paye que j'avais eue en 2 mois dans un Mac. J'ai commencé à voir que je pouvais vendre des services en ligne. Du coup, j'ai testé 2-3 trucs. Vendre des sites, tu vas vendre des logos. Bon, j'avais 15-16 ans, donc c'était pas fameux. Et après, en fait, ça s'est fait progressivement. Toujours essayer de faire un truc différent, un peu plus gros, avec un peu plus de visibilité. Et après, ce qui a un peu tout propulsé, ça a été TikTok, tu vois. J'ai fait, quand j'avais un incubateur, ça s'appelait entreprendre.com. J'ai fait des TikTok. En fait, c'est parti viral extrêmement vite. Et ça a permis d'avoir une grosse visibilité et de pouvoir lancer des trucs un peu plus sérieux et tout. Donc en vrai, pas forcément de déclic de mon côté, mais plutôt un truc progressif qui après fait que
tu l'as en toi en vrai, hein, le coup d'entreprendre, Ouais. que du coup ça s'est plus révélé, quoi. Ok, ok. Eh ben écoute, ouais, complètement suite progressive, suite logique. École de commerce également, ça a été avec les parents la transition, parce que du coup, ça coûte assez cher une école de commerce. Quand tu t'as dit, écoute, papa, maman, j'arrête l'école de commerce pour lancer mes propres bises, ça n'a pas été trop Ouais, compliqué la transition? sacrée période. Bah, en fait, si tu veux, l'école de commerce, j'avais pris un prêt donc à mon nom pour la payer. Je me suis arrêté au bout de 3 mois, mais j'avais quand même la première année qui était partie. Donc, tu vois, il y avait genre 13 000 euros qui étaient partis en fumée. Donc, oui, du côté parents, même si c'était pas eux qui payaient, c'était un peu chiant. Mais il y a deux choses qui ont joué, entre guillemets, enfin, ouais, deux, trois choses qui ont joué en ma faveur. Un, le fait que j'étais très loin, parce que le village dans lequel je suis, c'est à côté d'Avignon, donc c'est vraiment dans le sud de la France, c'est très très loin. Pour aller à Paris, il faut 6 heures, c'est chiant. Donc le fait d'être pas à proximité, ça fait que tu as moins quand même de contact à la réalité, tu vois. Deuxième chose, j'avais déjà un business qui tournait, je faisais quelques milliers d'euros à 18 ans, tu vois, voire 10, 12 K par mois. Donc j'avais un peu une situation qui me permettait de pouvoir prendre ce risque-là. Et après, en parallèle, j'avais ma mère qui avait des petits soucis de santé, en fait, elle n'était pas très aware de ce qui passait. Donc en fait, ils ne se sont pas rendus compte vraiment que j'ai quitté l'école. Genre, ça s'est fait rapidement et progressivement, mais ils l'ont pas vu venir, quoi. Donc après, ouais, Ok. c'est plus parce que tu vois, je suis arrivé quoi? Fin août, j'étais à l'école. Novembre, je quitte. Mars, je crois, je pars à Dubaï pour m'installer à 18 ans. Ça a été plus le choc, tu vois, partir à l'autre bout du monde. T'en as combien aujourd'hui là? Là, je préfère pas donner mon âge en vrai. Ah, ok, ok, Ça, ok, ça ça va marche. porter trop préjudice. Pas de souci, ça marche. Ok, ok, Mais ouais, bah, 18 ans à Dubaï, mm, c'est beau, belle transition. après, comment dire? T'as de plus en plus de mecs qui ont 18 ans qui viennent à Dubaï pour tester. Ah, Moi, je mais suis reparti assez vite. Je suis resté 6 mois après, je suis reparti parce que c'était trop cher. Euh, je suis revenu en France et quand après, ça est parti dans d'autres échelles, tu vois. Parce que même quand tu fais 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires, mec, la vie à Dubaï, ça coûte tellement cher que enfin, tu mets pas de côté ou c'est compliqué de te créer un vrai patrimoine ou quoi que ce soit. Donc, je suis rentré en France. Après, je suis revenu quand je pouvais, quoi. ça peut être intéressant. C'est vrai que ça arrive à beaucoup de monde, ça, des personnes Mm. qui y vont, qui reviennent. Tu vois, même moi, ça m'est arrivé, janvier 2021, j'y suis resté 3 mois, je suis reparti. Et pour toi, il faut combien, on va dire, en moyenne pour pouvoir vivre à Dubaï, pour pouvoir envisager de s'expatrier à Dubaï? Faut faire combien pour toi? Bah, mec, c'est simple. Mon loyer, c'est 5 000 euros. Rien que la nourriture, tous les jours que tu te fais livrer, tu en as pour au minimum 2 000 euros en plus chaque mois. Tu comptes les services annexes, les sorties. Tu prends 1 heure de tennis, c'est 450 dirhams, 120 euros. Donc en fait, tu as tout qui est super cher. Au final, tu t'en sors avec 10, 12 cas spend en perso. Donc si tu as ta boîte en France, il faut que tu te verses les salaires qu'il faut pour Ouais, assumer ça. C'est encore plus compliqué. Donc ça dépend. Si tu as ta boîte ici, en dessous je te dis, on va parler en profit, hein, en dessous de 20-25 cas de profit, ça n'a aucune utilité de venir ici parce que tu ne pourras pas mettre assez de côté, quoi. mhm. Et après en France, je n'ai pas les ordres d'idée, mais voilà, il faut au moins avoir 20 cas qui rentrent en perso tous les mois, quoi. Ok, ok. Donc toi, t'es plus de la team, on va dire, d'avoir un petit peu une réserve de côté plutôt que de partir à l'aventure et de, comment dire, enfin, c'est pas que ça passe ou ça casse, mais tu sais, moi, je suis un peu partisan du truc où je vois ça, tu vois, s'expatrier à Dubaï comme un investissement dans le sens où t'arrives, c'est pas la même énergie, t'es entouré de personnes qui font 10, 15 fois, 100 fois plus que toi. Et forcément, ça te met dans une énergie où tu fais plus d'argent, même si tu en dépenses plus, tu vois. Ouais, après ça, plus le temps passe et moins c'est le cas, tu vois. C'est-à-dire que là, Mhm. moi, à Dubaï, ça commence à me saouler parce que justement, il y a trop de mecs, tu vois, qui viennent avec zéro et qui viennent avec zéro, c'est cool, tu vois, je trouve qu'ils ont le courage, mais deux qui mentent du coup sur ce qu'ils font vraiment. Genre, ils Ouais, je font vois ce que tu veux des dire. posts Un LinkedIn autre à débat. Dubaï. Ouais, j'ai 17 ans, je viens de m'expatrier à Dubaï, je fais 100 000 euros par mois, je suis millionnaire. Alors que le Ouais, mec, je tu vois. vois, il a genre 1000 euros sur son compte et il est dans le fake it until you make it, mais fois 1000. Donc en fait, Dubaï, ça se remplit de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus de personnes comme ça, qui fait qu'au final, bah, tu te retrouves pas forcément dans ce que tu veux atteindre. Et après, bah, tu as le côté caché de Dubaï où là, oui, tu as les vrais gros noms et les personnes que tu connais même pas, qui sont milliardaires, mais t'es pas forcément avec eux parce que t'es pas non plus à ce niveau-là. Mhm. Donc, en fait, tu te retrouves au final avec tes potes, juste à l'autre bout du monde, tu vois, dans une ville qui coûte très cher.
Donc autant être ailleurs, quoi. Ok, je vois ce que tu veux dire. Et toi, du coup, tu fais pas mal d'allers-retours avec la Géorgie. C'est vrai que c'est assez, comment dire, je connais pas énormément de monde qui sont là-bas. Mais j'y suis allé Du qu'une coup. fois en vrai. Ah, tu y as été qu'une fois. Ouais, Ok. j'y suis allé qu'une fois, donc Géorgie, c'est pas trop mon. J'adore le pays, je suis amoureux du pays, mais j'y vais pas souvent, non. J'ai plus mon ami Louis Ski qui, lui, a ses bureaux, son équipe là-bas, sa vie là-bas. Mais sinon, je reste beaucoup ici quand même. Ok. Et du coup, t'envisages de bouger quelque part, peut-être? Ouais, bah Dubaï, en fait, c'est plus une passerelle, tu vois, comme tu le disais. Je pense pas que c'est la passerelle entre le 0 et le 1. Je pense plus que c'est la passerelle entre, allez, on va dire 40 000 euros par mois et 150 000 euros par mois, tu vois, t'es bien Mhm. ici. Ça te permet d'aller vite, de comprendre comment marche le monde. T'as beaucoup de pression, t'as pas le choix. Et après, quand tu dépasses ces paliers-là, bah, je pense que c'est mieux de se retrouver ailleurs parce que t'as plus besoin, tu travailles moins, donc t'as plus besoin de te retrouver avec toi-même, plus besoin d'avoir ta vraie routine et tout que d'être dans une ville où c'est que argent et tout le temps, quoi, tu vois. Ouais, je vois ce Genre, que tu c'est veux dire. plus trop l'objectif. Ok. Bon, bah après, ça, c'est vrai que c'est les goûts et les couleurs, hein. Et c'est Ouais. vrai qu'il y a beaucoup d'avis divergents, mais ok. Complètement, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux nous dire du coup un petit peu plus en détail toi aujourd'hui ce que tu fais? C'est vrai que nous on a eu la chance de pouvoir faire l'onboarding avec toi. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Qui est-ce que tu aides et ce que tu fais exactement de A à Z quoi? Ouais. Alors, on a lancé l'agence pour les agences, enfin, c'est lancé sur le marché pour les agences, on va dire à cash flow, entre les agences entre 5 et on va dire 80 000 euros par mois de CA en juin. Au début, on arrivait sur le marché, on faisait que des onboarding clients. Donc, Ok. les gens n'avaient pas l'habitude, il y en avait la plupart qui ne savaient même pas ce qu'était un onboarding client, tu vois. Donc, ça a fait un petit choc, ce qui nous a permis de partir très très rapidement. Je crois que le premier mois, on a fait 25, le deuxième, on a fait 40, le troisième, on a fait 60, donc ça allait très très vite. Quand on était 2 mois et demi, 3 mois, on s'est rendu compte que les gens n'avaient pas uniquement besoin d'avoir un onboarding client automatisé, mais d'avoir toute leur activité automatisée, tu vois. C'était ce que le marché nous demandait. Et à ce moment-là, on avait bossé avec, je pense, à peu près 50, 60 agences. Donc on avait quand même un bon sample. Là, on s'est mis à automatiser tout le parcours client des agences, c'est-à-dire de l'onboarding jusqu'à l'offboarding, jusqu'à la livraison des services, de manière à ce que Mhm. l'entrepreneur il n'ait plus rien à gérer, sa team soit coordonnée pour lui, ses clients, la relation client soit gérée pour lui, la gestion des projets soit gérée pour lui, tout en automatique. Et là, depuis septembre, donc ça fait 4 mois, on est en novembre, là on rentre en décembre, on observe de plus en plus de choses, là on a 150 clients, donc on observe de plus en plus l'évolution de ce qu'ont vraiment besoin les gens. Parce que tu sais, tu as ce que les gens demandent et ce que les gens ont vraiment besoin. Tu vois, tout Ouais, le monde veut complètement. l'automatisation. Ça fait kiffer, tu bosses plus et tout, mais les gens le font trop pour les mauvaises raisons et pas au bon moment. Donc en fait, on s'est rendu compte que ce que les gens avaient besoin avant d'automatiser leur business, c'était vraiment l'organiser, le structurer, tu vois. Savoir exactement comment le parcours de délivrabilité va être construit, qu'il y ait des process qui régissent ce parcours de délivrabilité pour que ce soit vraiment la même chose tout le temps, qu'on sache exactement quoi dire à quel client, à quel moment, avec quelles informations, par quelle personne, en suivant quelle trame, etc. D'avoir une infrastructure outil qui te permet d'héberger tout ça de manière vraiment stricte, rigide et cadrée. Et tout ça fait que du coup, on est en train de totalement basculer ce qu'on faisait auparavant en Done for You, donc les automatisations, en un programme complet de restructuration de son agence. Donc de vraiment build l'infrastructure complète en délivrabilité, opérationnelle, en automatisation, pour pouvoir aller chercher un M par an, tu vois, de CA facile à délivrer avec son activité, tu vois. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, au lieu d'être en Done for You, parce que tu plafonnes quand même pas mal en Done for You, j'ai pas envie d'avoir une équipe de 20 personnes, ça m'intéresse pas, tu vois. Être 3-4, ça me suffit largement. Et on bloquait à 70-80 cas par mois pour 20 clients et 4 personnes, tu vois, full time. Donc, c'est bien, t'es content, mais t'as quand même envie d'aller plus loin. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment build pendant plusieurs mois tout ce qu'on avait fait. Tu vois, l'onboarding client, on a fait un framework. L'automatisation de toute l'activité, on en a fait un framework. On a construit plus d'une cinquantaine de SOP et plus d'une cinquantaine d'automatisations. On a construit un SaaS complet pour gérer ton activité, ta sales structure, ta deliverability structure, ta staffing structure, tout. Et on va le release, tu vois, à tous ceux qui ont besoin de cette structure pour aller chercher un M par an, quoi. Donc ce sera Ok. du plug and play, Incroyable. quoi.
Donc là, tu pars du coup, tu es en train de transiter sur une offre du coup plutôt hybride du coup. Avant, tu étais en full done for you, tu faisais tout pour Ouais, tes clients. Là, tu as créé vraiment toute une infrastructure où les gens vont pouvoir, entre guillemets, la templétariser ouais, et donc du coup même la comprendre et se l'approprier ouais. de manière autonome, quoi. Ce qui va rendre ton Ouais. activité beaucoup plus scalable, quoi. C'est ça, tu vois. Le rapport au temps que tu as avec ton client est cadré, est défini, il ne change pas. C'est-à-dire que quand tu lui donnes for you, bah, les besoins de ton client ils varient, ses demandes varient, les retakes varient. Donc tu peux dire, voilà, un client me prend 10 heures, au final il t'en prend 30. Et quand tu as déjà build quelque chose que tu vas relâcher à ton client et que lui le personnalise pour lui, tu vois, tu es quand même là pour l'accompagner, tu fais des calls, mais tu sais que tu as 4 calls d'une heure, bah, ça te fait 4 heures ton client, pas plus. Tu vois. Lui, il le fait à son rythme. Il gère aussi les problèmes que lui a, parce que quand tu fais l'automatisation et que tu gères ça pour le client, bah, tu as les aléas du client, il a copié-collé le mauvais truc, il n'a pas suivi dans l'ordre, etc. Après, il vient de voir, ouais, il y a un problème dans mon process. Ah oui, j'ai bien vu. Du coup, ouais, de plus responsabiliser les gens et de le permettre de le faire en beaucoup plus de volume, quoi. Sans être une formation non plus, parce que ça m'intéresse pas. Ouais, complètement, complètement, complètement. Donc là, aujourd'hui, tu as une team de combien de personnes, toi? Et si on devait les citer, du coup, tu travailles avec des développeurs, avec on va dire quel type d'experts, du coup, aujourd'hui? Bah, 3 personnes, moi, et 2 opérateurs. Un qui, avant, avait une activité freelance, tu vois, en automatisation, et qui, du coup, est OR et en capacité de pouvoir faire n'importe quel automne. Et un ancien dev, qui a d'ailleurs travaillé sur notre SaaS, qui, lui, s'occupe plus côté CSM, conseil client, structure, organisation, tu vois, le côté très cadré des devs, pour C'est accompagner luxe, sur ça, les clients. Ouais, non? c'est bien. Ok, ok, ça marche. Ouais. Ok, super intéressant. Et du coup, comment t'as attiré à toi, du coup, par exemple, des players, vraiment des acteurs qui sont le battement de cœur de ton business? Du coup, comment tu vas les sourcer, ces players, du coup? Bah, le tout, c'est d'avoir un funnel de recrutement qui soit vraiment, vraiment cadré. Euh, Ça, tu vois, ça fait du coup 3 ans que je recrute et que je bosse avec des gens. En tout, j'ai dû bosser avec une cinquantaine de personnes. J'ai dû faire je sais pas combien d'entretiens, 500, 600 candidats qui postulent à chaque fois, tu vois. Et donc à terme, tu arrives à quand même construire ta propre méthode de recrutement, tu vois. Et donc ouais, j'ai réussi à construire un bon funnel pour aller tester assez de volume, donc tester 500-600 personnes à chaque fois, le faire de manière automatique pour pas y passer de temps, les sensibiliser sur qui je suis, quelle est mon expérience, quel est mon parcours, qu'est-ce que l'agence, donc un peu de personal branding quand même pour créer ce pilier-là qui attire les gens. Les former pendant le processus de recrutement pour qu'ils puissent un maximum être, comment dire, euh, euh, pas forcément formés, parce que j'attends pas des mecs qui soient déjà formés à chaque fois que je recrute, mais des personnes qui soient assez aware de ce qu'on va faire, qui puissent déjà s'y intéresser et se renseigner, tu vois, à la veille de passer les mises en situation sur YouTube ou quoi que ce soit sur qu'est-ce que sont les métiers et de pouvoir un minimum l'apprendre. Tu vois. Donc ça, bah, ça se fait par des 3 choses. Des formulaires pour récupérer en volume toutes les réponses, tu vois. Un formulaire où on va aller faire la segmentation des profils des personnes, un formulaire où on va aller faire une mise en situation. Comme ça, tu vois, tu as 600 réponses à chaque fois. Bah, tu peux tout automatiser pour traiter, même avec GPT, tu vois. Tu as toute ta staffing structure qui te permet de gérer les candidatures. Donc, j'ai un grand tableau Kanban où j'ai tous les candidats, à quelles étapes ils sont, une note sur 20 en fonction de ce que moi je recherche, fait par GPT, et ce que la personne m'a mis comme réponse, tu vois. J'ai une VA qui va aller checker toutes les réponses pour organiser les calls avec les personnes les plus pertinentes. Et donc, en fait, en 15 jours, tu passes de, tu as démarché soit par des ads, soit par un funnel, ouais, ads web, formulaire, soit par Fiverr, Upwork, Malt, LinkedIn, tu démarches les gens. Tu trouves de 600 personnes contactées à 5 calls, tu vois. Mais c'est 5 calls extrêmement qualifiés. Et du coup, à la fin, bah, tu en recrutes un ou deux, tu vois. Et tu en as d'autres que tu peux garder en base de données au cas où, quoi. Ok, ok. C'est vrai qu'en fait, c'est vrai que quand on prend un petit peu de recul, pour sourcer des players, c'est un petit peu les mêmes systèmes d'acquisition que pour aller chercher des clients, en fait, hein. Ça peut être boosté en ads, tu peux Même chose. prospecter, faire de l'outreach pour aller chercher les meilleurs. Donc ouais, complètement, complètement, complètement. Et c'est plus Ok, toi qui ça dois te marche. vendre pour que le mec vienne, que le Ouais, mec, tu vois, doive se vendre pour être recruté. Quand le mec est vraiment bon, c'est ça. il sait se faire, comment dire, désirer, quoi. Ouais, c'est toi qui dois le closer, quoi. Mm, C'est sûr. mm, c'est ça. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ok, bah écoute, super intéressant de ce côté-là.
Aujourd'hui, est-ce que toi tu parles un peu chiffres, juste pour que les gens se rendent compte aussi de où tu en es toi dans ton parcours, etc. Est-ce que tu partages un petit peu des chiffres ou pas du tout? Ouais. Non, mais du coup, ouais, je disais, ce qui fait à peu près 5 clients par semaine, un client du lundi au vendredi que tu vas réaliser en Done for You, donc tu as un bon taux de turnover. On a mis un pricing qui était assez attractif sur nos anciennes prestats, tu vois, on tournait globalement entre 3005 et 6K. Euh, et voilà quoi. Ok, 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 ça marche. Écoute, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans la vision micro et tout. Juste après, juste, je voulais te poser une question avant. Selon toi, comment devenir le numéro un sur son marché? Comment se démarquer de sa concurrence? Parce que c'est vrai que, tu vois, même on l'a vu avec ton modèle d'affaires, tu as changé plusieurs fois d'offre. Ton offre a évolué et c'est quelque chose de très positif. Et en très peu de temps. Euh, donc forcément, t'as su t'adapter, je pense, un peu comme un caméléon à ce que voulaient tes clients, à ce que demandait le marché. Euh, donc ouais, si tu avais un feedback à faire, d'après ton expérience, est-ce que tu as pu du coup appliquer, toi, dans ton business, devenir, en fait, avoir une offre qui se démarque de la concurrence et devenir le numéro un de son marché? Ouais, après, bon, j'ai pas la prétention de dire qu'on est numéro un non plus. C'est vrai qu'il y a personne qui fait de la structuration, mais en termes d'échelle, tu vois, 80 cas par mois, c'est pas oufissime. Euh, mais sinon, surtout d'un point de vue visibilité, ce qui te permet de prendre beaucoup, beaucoup d'un coup, c'est juste d'être à la pointe des informations et des produits que tu partages à ton client, tu vois. Ce qui a fait que moi j'ai changé d'offre beaucoup de fois, c'est pas le fait que ça marchait pas, mais c'est le fait que ça allait marcher plus, ou que ça avait plus à apporter, tu vois. J'aurais eu plus de stabilité, j'aurais fait un peu plus de chiffre d'affaires si peut-être j'étais resté sur les onboarding, que j'avais vendu que des onboarding, que j'avais augmenté le prix à 2K l'onboarding, tu vois. Bon, cool, moi c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment, là tu vois, on monte un SaaS dans notre Presta qui est no code. En parallèle, on dev un SaaS qui est codé. Et dans un an, on va release un software qui va être valorisable, qui va aller concurrencer Airtable, tu vois. Donc en fait, le but, c'est de commencer petit euh, sur un truc très très simple qui n'a jamais été vraiment optimisé sur un marché. On parlait de sales structure tout à l'heure. Aujourd'hui, tu n'as personne qui propose sales structure. Et tu en auras peut-être avec ce podcast qui le feront, même si nous, du coup, on l'a implémenté. Mais tu prends un truc très très simple qui n'a pas été optimisé, tu essaies de le pousser un maximum dans ce que tu peux faire d'un point de vue tech. Tu le proposes sur le marché, tu fais un petit peu de contenu. Si ton produit est excellent, les gens parleront de toi. Nous, le premier mois, on n'a pas fait d'acquisition, ça a été juste du bouche à oreille. On a eu 20 clients, tu vois, donc c'était très cool. Et puis après, bah, c'est toujours écouter quels sont, enfin vraiment, pas forcément écouter, mais vraiment comprendre quel est le réel besoin de ton client et moduler ton offre, moduler ton produit. Si en général les gens, pourquoi est-ce qu'ils changent pas d'offre? C'est parce que du coup ils ont cette linéarité. Ils préféreront toujours faire, je sais pas, 30K par mois toute l'année que faire 30K, 40K, 50K, 10K, 5K, tu vois, parce qu'ils changent d'offre. Moi ça m'a jamais fait peur, je m'en fous complètement. Euh, et voilà, toujours aller plus loin dans la tech, se rapprocher de la vision finale si tu l'as définie. Et tout ça fait que du coup, au final, ton produit il est quand même bon. Et ça, les gens, ils le communiquent, ils le partagent, et t'as beaucoup de bouche à oreille, et ça va très vite, quoi. Ouais, complètement. Je te rejoins beaucoup là-dessus. C'est quoi déjà la phrase? Tu vas peut-être pouvoir m'aider. Je trouve que ça résume exactement ce que tu dis et le syndrome qu'ont la plupart des gens aussi. Tu sais, des fois, les gens, ils savent qu'il y a un truc à améliorer, mais ils continuent de... C'est quoi la phrase d'Einstein? La folie, c'est de répéter les mêmes choses. Ouais, en Euh, attendant un voilà. résultat différent, ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça, je pense que c'est le problème de beaucoup de personnes. Ils ont conscience qu'il y a un problème, mais ils ont, je sais pas, soit la flemme de le changer, soit la peur de prendre des risques et de pas avoir la certitude qu'en changeant quelque chose, eh bien, ça va améliorer ou faire évoluer ton business. Mais ouais, je pense que c'est l'une des principales problématiques aujourd'hui, quoi. Et ouais, s'adapter au marché, prendre des feedbacks et je pense que c'est vraiment la solution, complètement. Bah, de toute façon, quand tu regardes le marché français, tu as extrêmement de copycats et toutes les offres sont les mêmes, tous les produits sont les mêmes. Les gens, ils n'innovent pas forcément, quoi. Tu vois. Mm, C'est drôle parce que les mecs qui font pas d'argent et qui sont à zéro et qui veulent lancer leur business, ils cherchent à innover parce que sinon ils pensent qu'ils vendront pas. Et les mecs qui font de l'argent, ils ne cherchent pas à innover parce que, je sais pas. Ah, c'est un peu contradictif, Ouais. contradictoire. Ouais. Pour toi aujourd'hui, est-ce que tu pourrais peut-être nous partager les bénéfices d'avoir une bonne expérience client? Et puis ben, après, on va voir comment
on va faire un playbook, on va faire une masterclass, voir comment on peut mettre ça un petit peu en place. Ouais. Mais ouais, dans un premier temps, si on parle des bénéfices aujourd'hui d'avoir une bonne expérience client. Si tu veux, ton client, quand tu vas le closer, donc imaginons que tu rentres sur un marché ou que tu es déjà sur un marché, le mec que tu vas closer, il ne te connaît pas forcément, soit tu fais des ads, il t'a jamais vu, soit il te découvre sur une vidéo YouTube ou il entend parler de toi. Quand tu vas le closer une première fois, tu vas le closer sur son niveau de confiance actuel, sur ce qu'il sait de toi et les informations qu'il a eues, mais pas sur le travail que tu as déjà fait avec lui. Donc tu vas peut-être lui prendre, je sais pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cas. Mais ça, c'est que 10% de ce qu'il pourrait te payer, tu vois, dans un premier temps. Et ce que tu vas lui apporter par ta première presta, c'est 10% de ce que tu peux lui apporter au final. Donc, quand tu closes un mec pour la première fois, le seul enjeu que tu as, c'est avoir la meilleure impression, la meilleure qualité pour que derrière, il y ait une vraie relation avec lui et qu'il parte sur d'autres prestats. Donc, l'expérience client, c'est essentiel pour augmenter la LTV de ton client, ce qui est vraiment la pérennité de ton activité. Et 2, aussi pour augmenter comment dire, ton acquisition indirecte par le bouche-oreille. Tu vois, ce qu'on faisait dans notre onboarding, c'est que quand le mec était onboardé, à la fin, on lui envoyait directement un petit message. Quand il avait le pic de dopamine, parce qu'il avait eu toutes les interactions de l'onboarding, les vidéos, un message, etc. Quand il a le pic de dopamine dans l'onboarding, on lui envoie un message pour lui dire d'ailleurs, qui est-ce que tu connais qui a une agence comme la tienne et qui aurait peut-être besoin de ce qu'on fait. On a une offre où on peut vous mettre tous les deux au prix de un onboarding pour le prix de 2. Ou tu vois, enfin bref, tu te débrouilles, mais dans ton expérience client, si ça se passe bien, il a de la dopamine et quand il a de la dopamine, il parlera à toi. Donc ça te permet d'avoir une acquisition extrêmement rapide. Tu n'as même pas délivré ta presta, tu as déjà d'autres mecs. Tu vois. Donc à la fois pour le court terme, à la fois pour le long terme, c'est essentiel. Et puis, tu as beau avoir un service de fou, si derrière le client il n'est pas content, il peut te demander un refund. Tu vois. Parce qu'il a eu peur, parce que, je sais pas, il n'a pas senti le truc avec toi, il regrette, il refund. Tu vois. Donc extrêmement important de créer un lien et de la confiance, ça passe par la relation et l'expérience que tu as avec lui. Quoi. Ok. Donc là, première étape on va dire d'une bonne expérience client, l'onboarding, quand le client du coup achète chez toi, il y a des premières étapes du coup pour délivrer tes services à ce fameux client, pourquoi il a payé. Quelles sont selon toi les étapes d'un bon onboarding client? Onboarding client, le mec, il a la phase de closing, donc tu as l'appel avec lui. S'il paye ou qu'il signe un devis, donc l'acte de closer dans l'appel, tant mieux, tu l'onboardes directement après. Quand il a payé ou signé ton devis, il faut qu'il soit directement redirigé vers derrière une plateforme sur laquelle tu vas centraliser ta relation avec lui. Il y en a certains qui le font par mail, plus pour des côtés corporate ou le BTP, etc. Slack, c'est ce qui est le mieux pour des niches beaucoup plus jeunes, tu vois. Si ton client il a moins de 40 ans, tu le mets sur Slack, tu gères toute la relation avec lui. Sur Slack, derrière, il faut que tu aies le côté privé avec ce client-là, donc un canal privé qui est créé où tu géreras toute la prestation. Un premier message de la team pour lui montrer qu'il y a quelqu'un derrière qui l'accueille et pas justement un bot. Même si c'est des automatisations, le mec il le saura pas forcément, tu vois. Nous, il le savait quand on les onboardait parce qu'on vendait ça. Mais un mec qui onboard quelqu'un, il reçoit un message une minute après, il se dit pas tiens, c'est une automatisation, tu vois. Donc lui envoyer un message pour humaniser la chose, l'accueillir, lui envoyer une vidéo pour lui expliquer en détail comment ça va se passer, lui envoyer la roadmap de comment tu vas travailler pour qu'il se projette sur les semaines à venir sur ce qui va se passer. Le rassurer, extrêmement important. Donc ça, tu vois, nous ce qu'on met, c'est un Google Drive, tu mets 2-3 testimonials dedans, le mec il clique sur le premier, il voit ce que c'est, il voit qu'il y en a 2, 3, 4, il ne regardera pas mais il sera rassuré, il se dira ah, ok, j'ai quand même pris la bonne décision. Tu lui envoies un contrat qui a été généré, qu'il va pouvoir signer selon son prénom et son nom. Le canal, il faut qu'il soit à son nom aussi, évidemment, ça tu le fais en l'automatisant. Tu lui envoies un formulaire pour qu'il puisse directement avoir un input de sa part. En fait, ce qui est important, c'est que le mec ne soit pas en l'attente de toi, tu vois, mais que lui ait un mini investissement à mettre. Donc tu lui fais un formulaire dans lequel il va te poser toutes ses questions. Il va répondre à toutes tes questions du coup pour travailler. Dès qu'il l'a envoyé, il y a une automatisation qui va lui renvoyer un message pour lui dire merci, on a bien reçu. Tu peux lui envoyer le lien pour qu'il puisse booker son call. Et après, il sera dans l'attente d'un call, mais il aura déjà donné des informations, donc il saura que tu travailleras dessus. Tu vois. Donc globalement, un onboarding aujourd'hui, c'est composé de ça. Après, c'est le côté front-end, donc le côté relationnel client. Après, tu as derrière tout l'enjeu back-end pour aller derrière centraliser toutes les données que tu as récupérées du client, son adresse email, le contrat qui a été signé, les réponses du formulaire, etc. Il faut que tu aies ta fiche client, ton pipeline, enfin bref,
toute une structure Ça en derrière. fait les choses. Ça en Ouais. fait les choses. Ouais. Et donc, du coup, toi, tu centrales tout ça sur Airtable. Ouais. Aujourd'hui, toi, tu trouves qu'il n'y a pas de concurrence à Airtable en termes d'outils pour ça? Tu as de la concurrence parce que tu as plein d'outils qui te permettent d'avoir les features que fait Airtable, mais surtout plein d'outils qui te permettent trop de choses, tu vois. Mhm. Pour ça que moi j'ai envie d'aller concurrencer Airtable, même si aujourd'hui je l'utilise, tu vois. C'est parce qu'aujourd'hui, comment ça a été réfléchi, ces outils, c'est une boîte qui dit, bah, écoutez, le marché, nous on a toutes ces features possibles, ça va vous permettre de faire ça, 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 débrouillez-vous, faites ce que vous voulez. Et au final, tu vois, donc tu as la plateforme qui met ses features, les users qui vont essayer de bidouiller un peu, qui vont faire tout et n'importe quoi, et vont voir qu'il y a énormément de choses à faire, comme avec Notion, que tu as forcément l'expérience de je fais plein de trucs, au final je suis perdu, tu vois, je sais plus où sont mes datas. Et t'as pas d'entremetteur pour configurer le tout et vraiment faire en sorte qu'il y ait une structure cadrée. Et du coup, nous, c'est ce qu'on a fait avec Airtable en configurant complètement l'espace. Et c'est ce qu'on va faire avec un SaaS en disant, bah écoutez, nous, on sait ce dont vous avez besoin, on l'a construit, vous y accédez, vous l'utilisez, mais vous ne pouvez pas avoir le choix de ce que vous pouvez construire parce qu'il n'y a pas d'intérêt à faire ça, on sait ce dont vous avez besoin. Donc ouais, Airtable, c'est ce qui est le plus simple, le plus intuitif, le plus rapide et le plus connectable avec tous les outils externes. Tu vois. Ok, ok, je vois. Mais c'est vrai que les gens, je pense, sous-estiment l'importance d'avoir une bonne expérience client, dans le sens où même, même si tu parles même si tu es dans une optique de scaler ton business, de faire plus de CA, de toucher plus de personnes, etc., on dit tout le temps que c'est plus facile de revendre quelque chose à un client plutôt que d'aller en chercher de nouveaux. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a eu une bonne expérience chez toi, bien, il va te Bien sûr, prier de prendre son argent pour aller plus loin si tu as une proposition de valeur bien qui lui sûr. permet d'aller plus loin, quoi. Donc ouais, complètement, complètement. D'où l'importance d'avoir une bonne structuration de business, une bonne délivrabilité et un bon onboarding, quoi. Bien sûr, Euh, tu as tous tes clients, je te coupe, tu vois, mais pour appuyer sur ça, imagine tu as ton Slack où tu as tous tes clients, tu as 100 clients dessus, tu lances un nouveau produit, une feature, quoi que ce soit, tu envoies un loom à chacun en one-to-one, le même loom à tout le monde, en leur disant voilà, on vient de créer ça, tu as déjà 20% des gens qui vont prendre ton offre, tu vois. Tu as une ouais, offre à 1000 carrément. euros, 100 clients, tu as fait 20K en une soirée, tout ça parce que tu as envoyé un loom 100 fois, tu vois. Donc, C'est clair, donc ouais, ça peut aller très très vite. complètement. Est-ce que tu pourrais nous... Je sais que tu parles beaucoup aussi de productisation. Je ne sais pas si je dis bien le terme. Est-ce que tu pourrais du coup nous en dire un peu plus à ce sujet-là, comment vraiment créer en fait des infrastructures dans son business? Ouais, si tu veux, la productisation, c'est, je sais pas si c'est un vrai terme ou pas, mais globalement, c'est juste faire en sorte que ton service devienne un produit. Donc, ce que tu crées normalement en Done for You pour quelqu'un, bah, tu puisses entre guillemets l'industrialiser, le faire à la chaîne, parce que la manière dont tu le fais a été processisée, automatisée, accélérée, de manière à ce que ça prenne beaucoup moins de temps, que tu puisses en faire beaucoup plus. Donc le principe, il est très simple. Maintenant, dans la réalité, c'est très compliqué à mettre en place pour vraiment atteindre un niveau. Et ça passe pas par les process qui vont tout le temps être les mêmes, par cadrer les clients, enfin cadrer les prestations que tu as, ton parcours opérationnel de délivrabilité, choisir tes clients, avoir une seule presta et pas 50, bien connaître aussi ce que tu vends, tu vois. Tu peux pas te dire, bah, je fais zéro de CA, le premier business que je vais lancer, je vais le productiser parce que tu sais pas comment tu vas pouvoir le faire, tout le temps que tu es un sample de clients. Mais ouais, industrialisation de qualité quand même. Ouais, complètement. Bah écoute, regarde, ce que je te propose, c'est pourquoi pas qu'on mette comment dire, des images sur des mots. Est-ce que peut-être en live, tu pourrais nous montrer peut-être un cas concret, un cas d'exemple, que les gens se rendent compte, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup de termes compliqués, beaucoup de choses en fait, Mm. concrètement, peut-être de nouvelles choses, même pour des personnes qui nous écoutent. Et c'est vrai que de le voir en application, les gens pourraient se rendre compte, je pense, de l'importance et des bénéfices en fait, vraiment, d'avoir d'avoir une bonne structure de son business, quoi. Alors, je vais te montrer, pour revenir sur ce que tu me dis, je vais te partager mon écran et te montrer le parcours opérationnel d'une agence d'ADS pour te Allez, montrer let's go. comment est-ce qu'il faut réfléchir et cadrer la manière dont tu travailles. Tu as deux choses à prévoir. La première, c'est quelles sont les grandes étapes qui régissent la manière dont je vais réaliser ma presta. L'onboarding, l'appel de kick-off, l'opérationnel, la phase de délivrabilité et de modification, et puis l'offboarding. Ça, c'est les grands steps.
Dans ces grands steps, à chaque fois, tu as les mêmes étapes qui doivent être présentes. Ta presta, si par exemple, je te donne un truc tout con, le truc à surtout pas faire, c'est par exemple vendre le fait que tu es dev. Je suis dev, je fais ce que vous voulez. Bah, tu vas avoir plein de boîtes qui vont venir avec plein de sujets différents, donc la manière dont tu travailleras sera tout le temps différente. Tu ne pourras pas l'anticiper, l'appréhender, l'optimiser, et c'est là qu'en fait, tu as des délais qui sont mauvais, une qualité qui est mauvaise, et tu ne peux pas scaler. À l'inverse, si tu dis, je fais que des applications mobiles pour, je sais pas, gérer la base de données de votre entreprise, bah, tu feras tout le temps la même chose, de la même manière, avec les mêmes étapes pour les mêmes clients, tu vois. Donc, tu pourras faire beaucoup plus de volume, beaucoup plus de résultats. Donc, déjà, première étape, définir, et là, je vous le montre pour une agence d'ads, définir l'ensemble des étapes qui composent, enfin, c'est une agence d'ads plutôt, une agence de funnel building, toutes les étapes qui composent votre presta. Pour cette agence de funnel building, à chaque fois, il y a l'onboarding du client, il y a la phase d'appel de kick-off où on va récupérer l'information, on va créer pour le funnel la landing page, on va créer les créatifs pour la séquence d'ads, les séquences email, les posts organiques pour appuyer du coup le travail qui sera fait lors du lancement de la campagne de media buy, on délivre le tout au client et puis après on fait du tracking. Donc on a défini ces premières étapes. Ensuite, à chaque étape, il va se passer plusieurs choses. Le contact avec le client, pour récupérer de l'information, pour lui partager les avancements, pour lui demander des feedbacks. Le contact avec l'équipe, la coordination de l'équipe, qui doit faire quoi, quand, comment, de quelle manière, pour quel client, avec quelles informations. Et les validations du coup hiérarchiques. Le CSM envoie les infos à l'opérateur envoie au manager pour qu'il valide, le manager valide et ça s'envoie au client. Et le côté opérationnel pur, c'est-à-dire la manière dont on fait la mission en particulier. Ce qu'on va pouvoir vraiment productiser et perfectionner, optimiser, ça ne va pas être l'opérationnel pur, c'est-à-dire l'étape que l'on fait, la mission pure, mais plus tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire quand est-ce qu'on va récupérer les informations. Dans l'onboarding, on a récupéré tous les accès du client, ses besoins, ses volontés, pour derrière les centraliser sur une plateforme et que ce soit automatiquement envoyé à l'opérateur pour qu'il ait toutes les informations pour travailler quand il a à faire la landing page. Le nom de domaine, les accès, les différentes étapes qu'il veut mettre dans la landing page pour cet exemple-là, le style de copywriting, des exemples de pages qu'il a aimé. Donc tu vois déjà centraliser toutes ces informations-là. Et à chaque fois, tu as les mêmes étapes. L'étape est validée, donc l'onboarding est terminé, l'appel de kick-off est terminé, on lance l'opérationnel. Tu as une personne qui est attribuée dans l'équipe, cette personne-là va recevoir un message avec un brief pour dire voilà, tu as ça à faire pour telle personne, voici les infos sur lesquelles te baser, voici le process à suivre. Donc il y a la coordination de l'équipe, de la personne qui travaille, le briefing sur tout ce qu'il y a à faire, qui peut être fait par des IA ou des messages qui sont tout le temps les mêmes, et un process qui doit tout le temps être le même à suivre pour ne pas se tromper dans les étapes. Process, comment faire le héros d'une landing page, que mettre dans le héros. Dans le héros, il faut mettre tel bouton, tu te références à telle ressource qui permettra tout le temps d'avoir les mêmes styles de boutons. Enfin, tu vois ce que je veux dire, tu as le côté relationnel, informationnel et opérationnel. Et tous ces blocs-là, en fait, tu vas les drag and drop pour organiser ton parcours de delivery durant tout son parcours. Donc le mec répond au forme d'onboarding, la team est notifiée de la réception, va être briefé sur le travail, va pouvoir réaliser sa mission. Dès qu'il a réalisé sa mission, il change un statut sur la fiche du client sur le Airtable. Dès que c'est fait, il y a un workflow qui va se lancer, qui va aller envoyer une notification au client pour lui dire qu'on a terminé, lui envoyer le travail qui aura été fait puisqu'on l'aura recensé dans la fiche du client, le manager qui reçoit la notif, le portail client qui s'actualise avec l'avancement de où on en est, et ça à chaque étape. Ce qui fait qu'en fait, la communication, tu peux complètement l'automatiser. La manière dont tu fais le travail, vu qu'il y a des process, tu n'auras pas d'aléa sur en combien de temps je ferai par exemple telle étape, enfin telle landing page ou telle campagne d'ads. Le client, lui, il a une bonne expérience parce qu'il est notifié à chaque étape. Et tout ça fait que tu peux drastiquement accélérer, tu vois, tes délais de livraison. Aussi contrôler la qualité de l'output, tu vois. Et beaucoup de mecs qui disent mais j'ai pas envie de recruter, beaucoup de freelance surtout, j'ai pas envie de recruter, je veux rester seul parce que je ne sais pas, je ne trouve personne qui soit assez compétent que moi, assez qualifié que moi. Mais le problème, il n'est pas dans qui est-ce que tu trouveras qui aura ton niveau. Ça, c'est ta formation, donc personne n'aura ton niveau. Il y en a qui sont peut-être au-dessus, mais qui ne feront pas de la manière dont toi tu le fais, donc ça ne t'ira pas. C'est comment est-ce que cette personne travaille en suivant toi la manière dont toi tu travailles pour répliquer le même résultat. Donc tout ça n'est qu'au final que cadrer les choses, rigidifier les choses, mettre en place des process, des automatisations, et pas laisser le choix, entre guillemets, aux décisions sur qu'est-ce qui doit se passer, tu vois. Je ne sais pas si c'était assez très clair. Mais Enfin, moi, de mon côté, c'est très clair. Et je pense que c'est bien que tu aies montré aussi un petit peu de manière concrète ce qu'il en est. Parce que c'est vrai que de l'extérieur, je pense que ça peut être des termes des fois où on a du mal
à productiser. On a du mal peut-être à imaginer les choses dans les faits et c'est top que tu aies pu montrer ça. Selon toi, c'est quand est-ce qu'il faut commencer à structurer son business Bah, et à ça, mettre tout ça en place? ouais, il y a plusieurs choses. Le plus tôt est forcément le mieux, parce que le plus tôt, tu vas pouvoir capitaliser sur cette structure pour délivrer plus de clients, tu vois, pouvoir recruter des personnes sur de bonnes bases, toi pouvoir optimiser la manière dont tu travailles. Mais maintenant, il y a toujours une question de budget, tu vois, pour payer des gens qui vont mettre ça en place, ça coûte de l'argent, donc il faut avoir le cash pour y remédier, enfin y subvenir plutôt. Donc là où surtout là où tu n'en as pas besoin, jusqu'à 10K par mois, en vrai, c'est pas obligatoire. À partir de 10K par mois, ça devient quand même un must-have parce que la compétition que tu as en face est préparée à ça et toi tu l'as pas, tu vois. Si personne n'a rien sur le marché, c'est pas dramatique si toi tu l'as pas. Par contre, plus de personnes et de concurrents ont ce que toi tu n'as pas, plus ça devient problématique. Donc, à partir de 10K par mois, tu commences à avoir une petite compétition qui se crée et il faut quand même être compétitif là-dedans, donc ce que je recommande. Maintenant, il y a des personnes qui se lancent dans ce business, qui en ont déjà eu avant, qui comprennent l'importance, qui vont le faire le plus rapidement possible parce que du coup, ils n'auront pas de comment dire, de dépendance par le futur, tu vois. Beaucoup de personnes qui disent je le ferai quand je le devrai, tu vois. Si par exemple elles ont 10 clients, elles sont pas débordées et elles disent je vais me restructurer quand j'aurai 30 clients, tu vois, que j'aurai percé entre guillemets. Sauf que quand tu auras 30 clients, tu auras 30 prestats à délivrer, tu auras une équipe de 5 personnes à gérer, tu auras tout sauf le temps de te structurer, tu vois. Donc ouais, le palier à partir duquel il faut commencer à vraiment y réfléchir sérieusement, c'est 10K par mois. Sauf si tu as déjà un business et que tu peux le faire le plus tôt possible parce que tu as du cash, tu vois. Mhm. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que des fois, tu sais, comme on dit, il vaut mieux reculer pour mieux sauter. Parce que comme tu l'as dit, quand tu te retrouves avec 30 prestats à délivrer en même temps, en réalité, ça revient à mettre de la poussière sous le tapis en attendant de faire le grand ménage, quoi. Et ça peut ralentir aussi ta progression. Donc des fois, peut-être même maintenir l'activité, restructurer ton agence pour pouvoir accueillir plus de volume par la suite. Et donc du coup, scale encore plus fort. Donc ouais. La ligne de croissance de toute façon d'une agence, elle est, il y en a pour qui c'est comme ça rarement, mais dans tous les cas, elle est croissante. Après, ce ne sera pas linéaire. Tu auras toujours un pic, tu auras une phase de descente, de stagnation. Tu comprends ce qui te permet de passer au next step, tu le mets en place. Donc, tu vas descendre parce que tu bosseras un petit peu moins. Et d'un seul coup, tu exploses au palier suivant. Tu vois. Je connais très peu de mecs qui ont eu une croissance linéaire. C'est vraiment des gros pics, des gros pics, des gros pics, quoi. Ouais, complètement. Je suis d'accord avec ça. Complètement. Est-ce que tu veux peut-être parler du coup un petit peu plus de ta nouvelle offre? C'est vrai que ça peut être intéressant de la mettre en avant et d'en parler un petit peu. Globalement, c'est la synthèse de tout ce qu'on a fait depuis 6 mois. On a fait de l'onboarding, on a fait de l'automatisation. J'ai dû conseiller des clients sur comment productiser leur offre. Et comme je le disais, pour passer de 80 à 150, 200K par mois, il faut avoir beaucoup plus de volume. Et en Done For You, c'est pas possible. Du coup, on a fait on a créé un SaaS en marque blanche que tout le monde peut s'approprier pour avoir sa sales structure, sa deliverability structure, la gestion de son équipe, etc. Recruter des gens, tout gérer dans l'activité. On a créé un onboarding que chacun va pouvoir personnaliser selon ses besoins. On a créé une automatisation durant tout le parcours client. Donc une fois que le mec qui bossera avec nous, il sait, par une vidéo, il aura optimisé son parcours de délivrabilité, il pourra travailler du coup sur les automatisations associées, il les aura, il les duplique et il change juste les messages. On a placé aussi plus d'une 50 de SOP qui sont issus de tout ce qu'on a créé pour nos clients sur les mois passés. On a créé une 50aine d'automatisations dans toute la gestion day-to-day de l'activité. On a placé 2-3 calls de coaching aussi sur l'optimisation de l'offre. Tu vois, on en parlait en offre sur comment voir une offre et vraiment pouvoir la scaler, comment la présenter correctement au marché. Il faut forcément le prendre, c'est les bases. Donc on a mis un call de coaching sur l'offre, un call de coaching sur l'optimisation du parcours de délivrabilité, un call à la fin de questions sur plutôt général. Et entre-temps, il peut reprendre l'ensemble de sa structure, l'ensemble des automatisations, les process, et derrière avoir une infra pour aller chercher 800 1M par an pour l'année qui arrive, quoi. Ok, super intéressant. Dans l'idée, tu aimerais arrêter complètement le Done For You du coup? Ouais. Après, il y a quand même 2-3 trucs sur lesquels on travaille pour le client, tu vois. Quand il fait son onboarding, on doit forcément passer derrière pour le vérifier et lui dire voilà, on va revoir 2-3 bugs,
On s'assure que c'est bon pour toi, donc il y aura des choses qu'on fera évidemment pour le client. Mais oui, travailler à 100% pour le client, même, c'est un modèle qui est cool, que moi je trouvais cool au début, parce que je me disais, mais il n'y a personne au final qui fait du done for you sur le marché, qui est vraiment dedicated pour le client. Et j'ai compris pourquoi, c'est parce qu'en fait, quand tu bosses vraiment que toi pour le client, surtout dans du service, le client il te considère pas, enfin il te prend vraiment comme son esclave, tu vois. C'est vraiment pas avec tous les clients, tu vois. Nous on a travaillé ensemble, ça n'a pas été le cas, mais il y a des mecs qui abusent fois 1000 de ce que tu dois faire pour eux. Ah, tu pourrais me faire ci, ah, tu pourrais me faire ça, ah, il faut faire ci, il faut faire ça, mais sans fin, tu vois. Ouais, je peux comprendre. Et parce que eux aussi n'ont pas idée de ce que ça représente de devoir créer ce que c'est, tu vois. Une automatisation ou configurer un Airtable, tu vois, bah, ça fait 2 mois que je suis dessus, entre 1 et 2 heures par jour, sauf sur les 2 semaines dernières où j'ai bossé 10 heures par jour pour pouvoir arriver à quelque chose de parfait, tu vois. Ça prend pas 5 minutes. Et les gens peuvent pas le voir parce que du coup, c'est pas leur métier. Donc d'où l'importance de bien définir quand c'est down, tu vois, quand c'est délivré à 100%. Ouais. C'est ça. Complètement. Exactement. Avoir des cahiers des charges, au début je le faisais pas, à la fin j'ai dû le faire. Et voilà. Ok, ça marche. En tout cas, merci beaucoup Lucas pour toute la valeur que tu as pu partager. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Peut-être si tu as des réseaux, des liens que tu aimerais partager ou quoi. C'est le moment de faire ta petite pub. Et puis... J'ai majoritairement ma chaîne YouTube, Lucas Perrin, que vous pouvez retrouver. Il y a toutes les vidéos sur les systèmes, sur les workflows d'agence, sur les structures d'agence, sur les automatisations. Tout le monde pourra prendre un max d'infos pour commencer à se restructurer dès ce soir, gratuitement. Ça marche. Et ben en tout cas, merci boss pour toute la valeur que tu as pu partager. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde et aider beaucoup de personnes. Et puis bah voilà. En tout cas, merci pour le temps. Et puis on se dit à la prochaine pour un prochain épisode, les amis. Ciao, Evan. Merci beaucoup, Lucas. Ciao.